commencé sur les marchés en 1998, essentiellement avec 10-15 ans d'expérience de banque d'investissement et de courtage. Donc ma grand-mère qui était sur le pas de la porte disait à mon père « Mais pourquoi vous l'emmenez ? Il a des devoirs à faire, il va devenir éboueur. » Alors déjà on arrive à suffisamment tôt parce que le marché ouvre mettons à 8h, ouais. On arrive 1 heure avant. Ça permet de compiler un peu ce qui s'est passé la veille sur le marché asiatique et américain, d'avoir une compréhension du marché, de sorte que si on a un client qui s'adresse à nous pour dire « J'achète, je vends, et qu'est-ce que tu penses d'eux ?» Qu'on ne sèche pas, ça se fait pas. Une fois, je suis allé voir un match de foot, c'était mignon, mais Manchester contre je ne sais plus qui, mais ça me fait pas vibrer. Par contre, en sport, j'étais affûté. À Londres, c'était l'une des années où j'étais la plus affûtée, parce que je faisais que bosser et du sport. Si on n'a pas une vision robotisée de ce qu'on a à faire, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Bonjour à tous, merci d'être là pour un nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, je suis très content et honoré de recevoir David Furcage, que je connais depuis déjà quelques années. David est un trader, mais il a aussi une spécificité, c'est qu'il travaille pour l'armée 1 fois par mois à peu près. En tout cas, il va nous expliquer un peu ça. Et l'idée, c'est de faire un parallèle entre trading, stratégie et puis de voir pas mal d'autres choses. David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très honoré de te recevoir sur le plateau aujourd'hui. Et j'aimerais déjà te remercier et puis te proposer de te présenter pour que les gens te connaissent un petit peu mieux. Et après ça, voilà. Donc ici, on est là pour parler librement, tranquillement, comme si on n'avait pas de micro, et raconter un petit peu des histoires. C'est ça qui nous intéresse. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, on se connaît pas depuis quelques années, depuis bientôt 10 ans et plus. Ouais. Ah ouais. Puisque lorsque j'avais créé une start-up en 2011, j'avais rejoint l'un des salons que tu avais organisé. Tout à fait. En tant que sponsor partenaire. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Je pense que c'était en 2012. 2012, exactement. Voilà. Le centre de marché financier. À l'époque, on avait un peu plus de cheveux et moins de barbe blanche. Mais je trouve que tu as une très jolie coupe et ça te va très bien la barbe. C'est un style qui nous va. Je pense que les deux de gauche, on va les laisser tranquilles. Ils ont des cheveux, ils sont jeunes, ils sont... Voilà. Bon. Et donc voilà, donc je m'appelle David Furcage. J'ai commencé sur les marchés en 1998. Essentiellement avec 10-15 ans d'expérience de banque d'investissement et de courtage. Et puis effectivement, quand on s'est rencontrés, j'ai créé une première entrepreneuriale. Et puis depuis 2012, depuis 2008, je travaillais encore à Londres, chez un courtier institutionnel. Et puis j'ai démissionné, et puis parce que j'avais envie d'entreprendre et de continuer par moi-même. Même si le job était sympa, à la fin, quand on est employé par quelqu'un, il y a toujours les murs qui on a moins de liberté. Voilà, on a moins de liberté. Moi, j'étais assez pris de liberté. Pas de liberté complète, pas de liberté de faire n'importe quoi, mais de la liberté de concevoir et de créer selon son imagination. Et c'est franchement agréable. Voilà, donc à partir de 2008, c'est là où j'ai commencé. Et puis mes aventures entrepreneuriales, et depuis, je ne fais que ça. Voilà. Et tu travaillais pour un courtier avant ? Alors, en 1998, quand j'ai terminé mes études, j'ai rejoint une banque d'investissement. Ouais. Après, un courtier institutionnel, et puis ça s'est fini à Londres. D'accord. Donc, c'était des études déjà qui te prédestinaient à faire, à rentrer dans le monde de la finance ou pas du tout ? J'étais diplômé de Sciences Po en économie. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la finance ? Est-ce que on peut remonter même avant les études ? Ah ouais, on peut remonter à l'adolescence, la puberté, etc. Non, en fait, j'avais un papa qui parlait beaucoup de l'immobilier, de marché financier, donc on va dire que j'étais très influencé par ce qu'il nous racontait à la maison. Et on allait donc à la rue Vivienne en face de la bourse, là. Ouais. Il m'emmenait, alors que j'avais 11 ou 12 ans, on allait... regarder le marché des pièces d'or, on discutait bourse, il m'emmenait tous les mercredis. Je me rappelle encore alors je racontais des petites histoires, parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Donc parfois croustillante, si possible. C'est des histoires croustillantes. Donc ma grand-mère qui était sur le pas de la porte disait à mon père, mais pourquoi vous l'emmenez ? Il a des devoirs à faire, il va devenir éboueur. Bon. Mais mon père, il m'emmenait, voilà. Donc finalement, j'ai pris le pli de m'intéresser à l'économie, les marchés financiers, l'immobilier. Déjà très tôt, quoi. Ouais, très tôt. 12 ans. Comme Astérix ou Obélix, je suis né dedans. Je suis tombé dedans. Après, Sciences Po, partie économie, c'est des grosses études, ça. C'est pas donné à tout le monde. Donc, rien de foufou, on va dire, j'ai fait le minimum syndical pour obtenir un diplôme qui a un peu de valeur.
En réalité, au départ, j'étais dans une université qui n'est pas très connue ou reconnue. J'étais à l'université Paris 13, Villetaneuse. Ouais. Et à un moment donné, je suis allé pour un stage d'été entre la licence et la maîtrise. Et je me suis retrouvé face à un chef trader d'une salle de marché qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, peu importe, assez élégante, pas loin dans les beaux quartiers, quoi. Et le gars me dit actuellement vous faites des études, bah oui, vous êtes à quelle université? Je lui dis Paris 13. Il me répond Paris quoi? Bon. Et là j'ai compris qu'il fallait que je fasse produise un effort minimal pour aller chercher de la marque. Donc là je suis allé chercher de la marque, je suis passé par l'université Paris-Dauphine et par Sciences Po, et de sorte que quand on me posera la question, on me dira plus Paris quoi, etc. Donc j'ai réglé cette affaire. J'ai pas transpiré des masses. C'était pas une question d'ego, mais c'était important. Ouais, parce qu'en fait, ça nous suit à ce genre de choses. Donc, je voulais régler cette histoire. Donc, j'ai produit un effort minimal. Ça ne voulait pas dire que j'étais un étudiant extraordinaire. Je m'intéressais à ce que je faisais et nécessairement, les résultats s'en suivaient. Mais voilà, rien de foufou, en fait. D'accord. Et de là, tu démarres, en fait, juste après Sciences Po. Du coup, t'embrayes de suite avec... Tout de suite, ouais. C'est bien ça. Ouais, c'était mon rêve d'enfance en fait. Depuis le plus jeune âge, d'intégrer des salles de marché, de voir comment ça bouge, comment ça palpite. Et donc, tu as tradé en salle des marchés? J'ai commencé. Alors, mon premier job, c'était courtier institutionnel. Ouais. Donc, un courtier, c'est en tout cas institutionnel, c'est celui qui se retrouve entre deux banques d'investissement, deux traders qui ont une position à un intérêt opposé. Donc ça peut être le trader de la banque JP Morgan qui a besoin de vendre 5 millions de BMW. Moi je sais où trouver la contrepartie et je la trouve et l'opération match. Et donc ça se faisait comment? C'est au téléphone À l'époque c'était il y avait des consoles déjà. Ouais. Maintenant c'est beaucoup plus moderne, mais à l'époque c'était quand même en 98-99. Il y avait des consoles où il y avait un trader qui appuyait sur l'autre côté, appuyait sur un bouton, on était en contact direct et on savait qui appelait et on décrochait, ou on appuyait sur un bouton et on parlait, et puis on avait le trader de la banque lambda qui disait j'ai mon intérêt de faire ça, et moi je tentais de trouver une contrepartie. C'est un peu ce qu'on appelle les sales aujourd'hui, non? Alors sales trader, c'est un personnel qui est dans une banque et qui propose peut-être une stratégie de la banque à un client institutionnel. Par exemple, vous êtes le groupe AXA, voilà, vous avez tant de trésorerie, vous ne savez pas trop quoi en faire. Je suis le sales trader de la banque lambda, je connais un peu vos intérêts et je vais vous proposer une fourchette de prix pour telle et telle stratégie qui peut vous intéresser. Ou alors vous-même, vous venez en tant que client de la banque et vous dites j'ai tels intérêts. Et là, le sales trader demande au trader qui est un market maker un prix pour son client. Ah, d'accord. Voilà, c'est un petit peu distinct. Un sales trader, en général, c'est plutôt dans une banque d'investissement, mais c'est très proche également de ce que fait un courtier institutionnel. D'accord. Voilà, la délimitation est très poreuse entre les deux métiers, mais c'est un petit peu distinct. Et t'es resté combien de temps dans cette... Je suis pas resté longtemps parce qu'après, en fait, c'est un métier qui est pas forcément. Alors, je sais qu'il y a un broker là qui est dans le coin, mais qui est pas forcément. La porte est fermée, donc il n'entend pas. Mais qui a pas un grand intérêt intellectuel. Et puis c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais très un profil un peu chercheur à fouiller, à gratter. Donc ça m'a pas plu des masses. Et du coup, j'ai rejoint une banque d'investissement pour faire le métier d'économiste. D'accord. Et effectivement, c'est plus étayé, c'est pas genre allô, j'achète, je vends toute la journée. Ouais. Mais attention, je suis pas en train de dire que ce métier-là non, ça te correspondait pas, c'est tout. Voilà, en fait. C'est ça. Mais il y a un sens à ça, c'est très intéressant. Mais dans mes débuts, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. C'est ce que je cherchais au début. Ouais. J'avais besoin de gratter, j'avais besoin de mieux comprendre le monde. Et ça, c'était direct, les mains dans le cambouis. Voilà. En gros, les mains dans le cambouis sans comprendre l'ensemble de la manière dont fonctionne, par exemple, une voiture. Ouais. Voilà. Et après, Londres, la City. Donc en plein cœur de l'actualité, quoi. Ça, c'était sexy. L'activité surtout. C'était ultra sexy. Surtout que les Anglais sont très pragmatiques, sympathiques, et puis on les croise au pub, mais on peut discuter affaires assez vite avec eux. Alors moi, hélas, vous avez vu, je suis le petit français frêle. Enfin frêle, non, je veux dire par rapport à monsieur qui est costaud. Mais je suis arrivé, je suis le petit français. Et vous savez, nous les petits français, quand je nous mets tous dans le même sac, on parle doucement. Moi je bois pas de bière, mais pour ceux qui boivent une bière, on va boire une petite bière, on va prendre une tourtelle. Eux, ils arrivent avec une pinte comme ça,
comme ça, on a l'impression que j'étais chez les Vikings, quoi. Et puis ça parle fort et tout. Alors moi je bois quoi, un Coca, un Perrier, et puis je peux pas tenir 2 heures là-dedans. Non, c'était un peu chaud d'un point de vue social, c'est-à-dire une fois que le travail est terminé, j'avais pas trop d'affinité avec les Anglais et ce monde-là, qui est pas mal ou moins bien. Hein. Je dis juste que moi, j'étais le petit Français avec la culture que l'on a. On parle doucement, on est un peu discret. Et puis, je suis pas du genre à boire quoi que ce soit en plus. Ouais, donc, c'est vrai que c'est des pintes, c'est incroyable. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais du coup, salle, pour le coup, c'est grosse ambiance. C'était magnifique. C'était vraiment ma meilleure expérience professionnelle. Et pour le coup, j'arrivais avec un bagage là, plus de stratège, d'économiste, avec presque, j'avais plus 8-9 ans d'expérience. Et j'avais plus d'assises en fait. Malgré tout, je faisais jeune, très jeune. Et du coup, quand je suis toujours jeune. Merci. Ouais. Merci. C'est la coupe. Tu me diras le chèque, le montant du chèque. Et à la fin de l'émission, mais je suis arrivé, j'avais 35 ans et le gars, certains m'ont dit tu vas en stage, sympa et tout. J'ai dit non, je suis stratège et je vais bosser avec vous en tant que courtier institutionnel. Et pourquoi je disais ça déjà ? Je ne sais plus. Non, tu nous parlais de l'expérience à Londres justement. Ça c'était top. Donc à la City. Ouais, à la City, en plein cœur. T'es resté combien de temps à la City ? 2 ans. Ah, c'est génial. Donc c'était la façon de travailler qui était sympa, qui était. C'est ultra sexy, Quand je dis sexy, c'est Qu'est-ce au sens. Sexy ? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué C'est électrique. Électrique, c'est pas ronflant. Enfin, il y a des côtés bien et moins bien dans le monde français et le monde anglo-saxon. Bon, je suis pas juge pour dire ce qui est bien et moins bien. Je dis simplement ce que moi j'ai ressenti. Je suis arrivé là-bas, c'était le feu. Voilà, c'était le feu. À partir de 7h du matin, c'était déjà le feu. Surtout qu'ils ont une heure de décalage, donc ils sont plus tôt. Sans compter vraiment l'heure, on va dire 7h ici ou 7h là-bas, mais à 7h du matin, il y a les ordres qui arrivent, on regarde la clôture de la partie asiatique, et puis c'est le feu. Après il y a l'ouverture de New York, et puis jusqu'à... Voilà, c'est... Alors qu'est-ce qui se caractérise par le feu ? Le feu, c'est une ambiance. Est-ce que c'est le loup de Wall Street, on jette les nains sur la cible et tout ça pour se détendre ? Non, ça c'est une caricature. On est d'accord. Alors cela dit, j'ai vu des choses. Voilà, il n'y a pas de micro ici. On est juste entre nous. Non, il n'y a pas de micro. On est en fin de soirée, on aimerait bien que tu nous racontes tes petites histoires. Voilà, et puis comme j'ai un peu bu, je peux raconter des choses que je ne regretterai pas. Voilà, et puis on peut arriver, je peux arriver voir son boss comme ça, lui dire ça va et tout. Moi, mon boss, je le fournissais par exemple en Kit Kat. Ok. Je lui dis avant C'était un dealer de Kit Kat. Ouais, c'est ça exactement. Il y avait d'autres formes de Tu gagnais de l'argent là-dessus ? Non, c'était vraiment, je faisais du trading Kit Kat, c'était vraiment amical, mais j'arrive à voir mon boss, je lui dis je vais descendre 5 minutes, tu veux un Kit Kat. Et voilà, au niveau hiérarchique, c'était une boîte de taille moyenne. C'est pas une banque avec 1000 ou 2000 ou 3000 ou 50. Taille moyenne, ça représente combien de personnes à peu près ? Il y avait 50 personnes. D'accord. Okay. Bon, c'est déjà un beau broker, mais il y a plus gros. Mais dans la salle, on était une trentaine de courtiers institutionnels. Et puis ensuite, il y a tout le middle back office. Peut-être plus en courtier institutionnel. Je me rappelle plus très bien maintenant, mais bon, en gros une trentaine, avec des interactions très sympathiques avec les boss. Et puis avec les collègues, et puis ça gueule, et puis à la fin, on se retrouve à se dire c'est bon. On est énervé. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée typique ? Parce que en fait, la plupart des gens ne savent pas réellement comment ça se passe derrière les traders, derrière l'informatique, etc. Et toi, quand tu y étais à la City, en fait, raconte-nous une journée type. Tu arrives le matin, il est 7h, et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment se déroule ta journée ? Alors déjà, on arrive à suffisamment tôt parce que le marché ouvre, mettons, à 8h. Donc on arrive 1 heure avant. Ça permet de compiler un peu ce qui s'est passé la veille sur le marché asiatique et américain, d'avoir une compréhension du marché, de sorte que si on a un client qui s'adresse à nous pour dire j'achète, je vends, et qu'est-ce que tu penses d'eux, qu'on sèche pas, ça se fait pas. Sachant que pour le courtier institutionnel, la valeur ajoutée, la valeur tout court, c'est le client et la relation interpersonnelle qu'on a avec le client. Si on perd le client, qu'on fait mal son job, le courtier, il est moins pire. C'est un job de commercial en fait. Voilà, c'est comme un gars qui vend des voitures chez un concessionnaire. Il a son fixe, mais s'il vend 5 voitures dans la semaine au lieu d'une, ça se passe mieux pour lui. Donc chaque client est important. Donc on arrive avant pour se préparer. À 7h par exemple. Ensuite, entre 7h30 et 8h, il y a des ordres qui commencent à arriver. Et que l'on doit commencer à compiler, à intégrer dans les systèmes, et puis pour s'assurer qu'on pourra trouver des contreparties dès l'ouverture.
Et puis, il peut y avoir une partie, en tout cas, qui me concerne également de conseils et de recommandations, puisque j'étais économiste, un peu stratège, donc je pouvais dire à un gars au bout du fil, je vois tel et tel élément qui pourrait être intéressant. Alors, parce qu'on connaît son intérêt également, le gars, on le connaît par cœur. Lui, sa femme, son chien et ses intérêts sur le marché, évidemment, c'est très très important. Le chien, tout, on connaît toute sa vie. En fait, plus on connaît le client, avec une relation interpersonnelle, il faut faire en sorte que ce soit son pote. Il y a un côté un peu vicieux, mais bon, ça existe. Vicieux dans le sens pas où on va lui faire du mal, mais il y a un intérêt à le connaître et qu'on soit même son psychologue. Ouais, c'est une relation de toute façon de vraiment une relation de client en fait. C'est comme ça. Dans n'importe quel business, tu dois vraiment connaître tes clients quoi. Ouais, très très proche. Prêt à fournir n'importe quoi. Non, pas forcément. Et du coup, à 8h, J'essaie de poser des questions qui peuvent nous apporter des choses. Donc, non, moi je fournissais rien. Je prenais rien, je fournissais rien. Que les Kit Kat. Que les Kit Kat. Bah, par contre, il y en a qui sont clairs. J'ai pas compris comment ils faisaient. Je vais vous raconter. Je fais une petite aparté. Une petite digression. Mettons que, enfin moi, comme je l'ai indiqué, il fallait que les clients soient nos potes. Donc forcément, on sort au maximum avec eux, puisque si on est potes, on va avoir et que tu sors avec moi, bah tu sors pas avec mon concurrent. Bien sûr. Donc c'est mieux. Donc on sort au maximum. Il y a un budget quasiment illimité. C'est la société qui paye ? Bien sûr. C'est la société qui paye. Et puis en fait, le budget est tellement illimité. Pourquoi ? Parce que si le lendemain il traite avec vous, mettons pour 30 millions de titres, et que ça vous rapporte, je dis un truc comme ça, j'ai plus les chiffres en tête, mais mettons ça rapporte à la boîte 30 000 €, mais qu'on a N clients comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir dépensé 5 000 € la veille avec lui, puisque ça rapporte 30 000 direct et que c'est une activité à forte valeur ajoutée. Donc voilà, c'est comme par contre dans le Wall Street, il faut que ça tourne, vous savez, il fait ouais, c'est ça. Voilà, il faut que ça tourne, faut que ça reste dans le système. Il faut faire en sorte que ça sorte pas du système. Donc on sort au maximum. Alors je termine l'histoire. On sort au maximum avec le gars. Bon moi, à nouveau, je ne prends rien, je ne fais rien, je ne bois rien et je suis très sportif. Donc mettons que je me couche à 5 heures pour être une petite heure, éventuellement, je me couche une petite heure pour être opérationnel à 7 heures. Et par contre, j'ai laissé un pote courtier à 5 heures qui était complètement éclaté. C'est-à-dire, c'est un exemple, complètement sous, et à 7 heures, il est clean. Je comprends pas, je l'ai quitté à 5 heures, le gars. Titubé dans la rue, genre, je vais l'attraper, j'avais peur pour lui, pour pas qu'il se casse la tête sur le trottoir. Et il arrive à 7 heures, le mec est clean. Et il sent pas l'alcool non, à 7 heures. Non, ça, je vois pas comment il aurait pu faire, mais... Donc c'est là que tu vois que dans le loup de Wall Street, il y a aussi une réalité quelque part. C'est-à-dire que le côté en fait et compagnie, les amphétamines, la drogue, tout ce système-là, il existe. Il existait en tout cas à l'époque. Parce que le mec, s'il arrive, il était bourré à 5 heures, il n'est plus à 7 heures. Il y a quelque chose. Il a bossé. Il se donne le temps de la réflexion, quoi. Une petite heure pour, c'est ça. Pour mettre en place. Bon, en tous les cas, moi, je prenais rien, je faisais rien. Je savais que la journée allait être compliquée parce que c'est fatigant, forcément. Bien sûr. Mais que ça durait jusqu'à la fin de la journée. Après, je pourrais me reposer. Mais bon. Donc, il se passe des choses. Moi, je suis très, très innocent toujours et je le suis toujours. Je veux rien voir. Rien prendre, jamais. Ouais, donc ça, je te connais, d'ailleurs, quand j'ai commencé mon métier de courtier en 87-90, il y a un type qui me dit non, tu verras, tu finiras par boire, etc. Jusqu'à présent, 25 ans plus tard, j'ai toujours pas bu une goutte. Et voilà, donc ça me permet d'être en forme, jeune, voilà, et surtout ne pas tremper dans des choses qui servent à rien, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, bref, par contre, ça fait des belles histoires. Enfin, t'as vu des choses. C'est la fête, c'est ce qu'on voit dans les films, etc. Non, par contre, alors dans ce qu'on voit dans les films, c'est très très exagéré. Là, pour la plupart, c'est une caricature. Pour la plupart, je suis sales trader ou courtier, on appelle ça comme vous voulez. Vous êtes trader de banque, vous avez des enfants, une famille, tout le monde va sortir normalement et va rentrer normalement dans 90% des cas. Ouais. Après, il y a toujours des foufous, des jeunes qui viennent d'arriver, des gens qui veulent s'éclater. Voilà, bon, ça existe. Mais donc, le Loup de Wall Street, c'est une caricature. On est d'accord. Complètement. Par contre, un film qui m'a beaucoup plus marqué, c'était Wall Street de 1987 avec Michael Douglas. Ah oui. Gordon Gekko, ça m'a beaucoup plu et ça m'a influencé. Et même encore maintenant, je connais pas mal de remarques et je les applique. Voilà, donc en tous les cas, je reviens sur ce qu'on disait. À 8h le matin, ding, la bourse ouvre. Et dans ce cas-là, c'est le feu jusqu'à 8h30, 9h, parce que tous les ordres c'est là où il y a le plus d'activité, d'ailleurs pour nos auditeurs, enfin vos auditeurs. Donc le feu, il y a beaucoup d'appels qui rentrent. Des appels qui rentrent, qui sortent, des intérêts acheteurs-vendeurs qui rentrent, qui sortent. Faut être rapide. Et ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure.
Alors, si ça ouvre à 8h, puisqu'il y a un décalage, mettons jusqu'à 9h30, il y a beaucoup d'activités. Ensuite, il y a une sorte de plat, hein, comme ça, de moment de plat, où il y a moins d'activités. Et puis, à l'ouverture de Wall Street, ça, à nouveau, il y a des ordres qui rentrent, qui sortent. Et puis, à nouveau, mettons que l'ouverture soit de Wall Street soit à 13h30, heure anglaise. Ça dure un peu jusqu'à 15h. Et puis, ensuite, il y a les statistiques américaines aussi qui sont très surveillées. Très surveillées. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a ce plat, en fait? Parce que du coup, ça ouvre à 8h le matin, jusqu'à 9h30, c'est le feu, etc. Oui. Après, il y a le plat. Est-ce que le plat, il est lié à quelque chose de factuel, de concret, ou c'est juste comme ça, en fait? Alors, que vos auditeurs soient au courant, l'essentiel du marché se fait le matin à l'ouverture. Et parce que les intérêts, imaginez, là, il y a une boutique dans le coin. À partir du moment où elle l'ouvre, que les gens n'ont pas pu faire leurs courses la veille, ils viennent le matin à l'ouverture, et puis ensuite ils décalent leurs achats dans l'après-midi pour d'autres raisons. Mais le calme, c'est normal, les intérêts se matérialisent le matin avant l'ouverture, et ensuite se réalisent en vrai quelques heures, après l'ouverture, donc l'heure qui suit essentiellement, et puis après... il y a les affaires courantes, quoi. Il y a un trader qui va appeler, bon, j'ai tel intérêt pour faire telle chose, ou bien qu'est-ce que tu penses de ci ou de ça, ou bien Wall Street ouvre dans tant de temps, il y a les statistiques du chômage, que va-t-il se passer, voilà, bon. Mais il y a un plat, donc il y a l'ouverture, le matin, l'Europe, gros. Toi, c'était Londres plutôt. Londres, pas celle de 9h. Non, Londres, c'est l'Europe, on va considérer que Londres, c'est l'Europe. Okay. Puisque tous les marchés ouvrent à la même heure, que ce soit à Londres ou à Paris ou à Francfort, hein, en Europe. Hein. Donc, dans ce cas-là, c'est le feu, pendant 1h, 1h30, ensuite plat, et ensuite ouverture de Wall Street. Et ensuite, en fin de journée, pour caractériser la journée, en fin d'après-midi, on s'assure que les trades, les trades, c'est pas nous qui tradons, puisque nous, on est entre deux, hein, mais que le middle back office a bien exécuté, et voilà, que les contreparties sont bien coordonnées. Et puis arrive en tous les cas pour Londres, 16h30, 17h30, la fin de la journée, ça se calme complètement. Et puis il y a ceux qui, pour des raisons quelconques, continuent un petit peu. Bon, moi, comme j'avais pas de vie sociale, parce que la vie sociale m'intéressait pas là-bas, puisque je ne peux pas sortir avec un gars avec une pinte. Le foot, ça m'intéresse pas. Une fois, je suis allé voir un match de foot, c'était mignon, mais Manchester contre je ne sais plus qui, mais ok, mais ça me fait pas vibrer. Et puis du coup il y a ceux qui vont boire des coups, etc. Bon, donc moi je faisais rien de tout ça, je faisais du sport. Par contre en sport j'étais affûté, grave. À Londres c'était l'une des années où j'étais la plus affûté parce que je faisais que bosser et du sport. J'étais drogué à l'un comme à l'autre, et donc je faisais beaucoup de sport le midi et le soir, parfois 2 séances par journée. Ma famille n'était pas là, j'étais seul là-bas. Fréquenter les bars, aucun intérêt. Sortir avec des clients, bon ok, mais voilà, donc effectivement après le soir on se disait voilà, moi je sors avec tel et tel client, toi tu sors avec un autre, et puis sortir avec les clients ça peut être jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc comment ça se fonctionne? On l'emmène en général, alors quand j'étais courtier institutionnel en France, dans un restaurant étoilé, jamais une brasserie. D'accord. Jamais évidemment dans le pub du coin, etc. Non, il faut que ce soit le client, il faut l'ambiancer, le valoriser. Tout le temps, ouais, c'est ça. Je suis allé dans des pas dans des brasseries, mais dans des restaurants étoilés à Paris avec la carte alors quand j'étais à Paris, avec la carte de la boîte, peu importe, on dépense 1 000 € à deux. C'est pas grave, puisque le lendemain, il va nous filer tant de transactions qui vont rapporter 10 000 € ou 15 000 ou 20 000 € à la boîte. Donc, c'est comme un investissement qui est extrêmement rentable, en réalité. Donc, budget infini, à Londres, j'en allais chez Robluchon, par exemple, après soirée, bar, boîte, etc. Bon. Voilà. Et une question, pendant que tu travaillais chez ce courtier-là, institutionnel, combien en moyenne on te confiait de transactions? Enfin, je veux dire, tu bossais pour un client, plusieurs clients, toi-même tout seul, je parle. Oui. Plusieurs clients. Combien de transactions tu gérais, quoi? En fait, pas transactions, mais genre de quantité, tu vois. J'imagine que c'est des gros clients, ils ont peut-être 1000 ou 2000 ou 5000 lots à passer. Alors moi, j'étais sur personnellement, j'étais sur les marchés actions. Donc c'était pas des lots, des contrats futurs. Après, j'avais le gars d'à côté qui fait des contrats Eurostoxx 50 futurs et qui fait des lots, mais moi j'étais sur le marché action. D'accord. Donc en fait, certains, alors il y avait des courtiers institutionnels qui peut-être avaient 2 clients, mais qui étaient des gros clients et qui leur amenaient beaucoup d'argent, et ils étaient capables de dire d'aller taper chez un autre courtier institutionnel pour dire voilà, moi je reviens avec ces 2 clients, ils traitent tant par an, donc je veux tant de salaire. La porte est ouverte. Ou alors on revient avec l'autre et on dit voilà, l'autre, je traverse la rue puisque c'est la City, donc je traversais la rue.
L'autre courtier institutionnel me propose tant pour moi, j'arrive avec le 2 clients, je reste ou je reste pas. Donc il y avait des espèces de surenchères comme ça. Donc, parce que ça te valorisait par rapport au portefeuille que tu avais, en fait, ouais. tes clients, quoi. Tes clients, c'est toi. Exactement. Quoi. Et ouais, parce que c'est tes tes potes. clients. C'est tes potes, quelque C'est-à-dire, part. Ouais. Si toi, tu as 2 clients qui rapportent à la boîte, j'ai un chiffre comme ça, mettons 500 000 euros mensuels, et que tu les connais vraiment, parce que voilà, ton client, c'est monsieur, et monsieur, il te rapporte ça. Vous êtes tellement potes que, de toute façon, si tu t'en vas de chez ce courtier, tu vas chez un autre et tu viens avec. Bah, le courtier, vas-y, ça me rapporte 500 000 par mois. Par mois ou par mois. Enfin, peu importe, les chiffres sont assez importants. Bah, ok, je t'ouvre ma porte, tu veux combien? Et puis voilà. Et puis tu peux mettre les pieds sur la table aussi. Oui, parce que moi je suis le boss, tu me rapportes du blé, tu peux mettre les pieds sur la table, tu peux fumer un cigare, tu peux me faire ça. J'en ai rien à faire. Pardon. Hein, non, mais je t'en prie. C'est juste pour le. Je sais pas si à un moment donné ça sera reproduit sur le. Non, mais y a pas de par vidéo, voilà. Mais ouais, c'est impressionnant en fait, parce que du coup, tu peux. Quelque part, en fait, je dirais, si tu arrives à créer des liens humains avec certaines personnes, tu peux vraiment scaler sans souci, quoi. Voilà, donc tu peux avoir 2 clients pour répondre à ta question, tu peux en avoir 10, mais si avec 2, tu peux faire aussi bien que 10. Voilà. Mais après, 2, le problème, c'est que s'il y en a un qui saute pour une raison quelconque, c'est chaud. Par exemple, durant la crise de 2008, gros souci pour les courtiers institutionnels, même si tu avais des potes clients, parce qu'ils se faisaient virer de leur banque. Donc si tu n'as que 2 clients, et que les 2 se font virer, t'es mort. Donc il valait mieux en avoir 10. Parce que beaucoup de traders de banques, d'investissement, se sont fait virer. Et pour les courtiers institutionnels, ils ont mangé la tasse. Le bouillon. Ils ont bu la tasse. Ils ont bu la tasse. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Mais effectivement, tes clients, c'est ton business. C'est comme si tu avais une entreprise dans une entreprise. C'est ton entreprise. C'est incroyable. Donc voilà pour la journée à peu près, en gros. Donc là, tu finis la City, tu pars et tu commences à créer ton entreprise. Tu te dis que tu veux un peu plus de... Alors la recherche, tu l'avais déjà, mais tu veux créer une entreprise. C'est là où nous, on se rencontre. On se rencontre un peu après, en fait. Parce que j'ai démissionné en 2007. Pourquoi? Parce que je faisais des conseils à des clients. Et mes conseils étaient en moyenne, parce que je faisais une track record de ce que je leur racontais. Et je me rendais compte que dans ce que je leur proposais, c'était plutôt pas mal. Si bien que j'avais pas mal de clients qui étaient non seulement venaient pas par moi pour traiter, mais qui étaient à l'écoute de certaines de mes recommandations. Et mettons qu'une taille moyenne d'un trade pour un client institutionnel, c'est mettons 2-3 millions d'euros. D'accord. Pour une petite taille tranquille, pour juste faire un petit truc. Et si en fin de journée il s'est fait 1% de plus, il a engrangé 30 000 euros. Ce qui était l'objectif en général de ce que je faisais à l'époque. Je posais je faisais des propositions le matin et puis la personne, le trader pouvait avoir gagné 1 ou 2% de plus. Ça me permet de te couper. Toi, ou ta rémunération, elle est calculée comment à ce moment-là? Elle est calculée juste un fixe, quoi qu'il arrive? Enfin, genre tu gagnes pas plus, ou tu peux avoir justement un intérêt sur ce que tu fais gagner à ton client? Alors pour être clair, à l'époque, un courtier institutionnel pouvait prendre, on dit 50 BP ou 30 BP, donc 0,30% ou 0,50% de la transaction. D'accord. Qu'elle soit perdante ou gagnante? Oui, c'est la transaction. Toi, t'es trader, tu passes par moi. Moi, je ne fais qu'exécuter une transaction. Donc, c'est une commission. De la même manière que lorsque vous allez acheter un appartement, vous passez par un agent immobilier, il prend une commission. Mais lui, il vous conseille pas. Vous faites comme vous voulez, en fait. Donc il prend sa commission. Donc mettons que ce soit 0,30 à 0,50 BP. À l'époque, maintenant les tarifs de courtage sont peut-être un peu plus rétrécis. Et toi, en tant que courtier, tu pouvais prendre parfois en 0,20, un quart ou un cinquième, voire un tiers de la commission de la transaction, mais de ce que se prend la société. Donc voilà, à la fin... Donc sur 30 000, tu peux prendre 10 000, entre 5 et 10 000. Exactement. Moi, j'ai vu, il y avait des gars, ils avaient 27 ans, et le type, il arrivait, il posait ses clés de sa Porsche, comme ça. Lui, c'était, ce dont je parle, c'était le courtier, le sales trader star, super jeune, il est devenu partenaire de la boîte. Et je ne sais pas comment il était devenu, puisque quand je suis arrivé, il était déjà là, mais le type 27 ans... en Porsche, tranquille quoi, et détendu, ça va. Normal quoi. Portez pas une cravate comme moi ou Mais ça te va bien la cravate. Ouais, mais j'ai fait un effort aujourd'hui parce que sinon je suis comme vous en fait. Voilà. Mais je me suis dit maintenant, Nicolas m'invite à entourer de personnes agréables, je vais faire un effort vestimentaire. Et nous on n'a même pas fait l'effort, on a abusé. Voilà, mais bon. Mais intéressant. C'est donc très du coup intéressant. après tu sors de là.
Du coup, après, je sors de là. Je me rends compte que mes conseils sont pas si mauvais que ça. Et donc, je décide de créer une société de consulting en 2008. Ouais. Et nous, quand on s'est rencontrés, j'étais en train de monter une start-up qui faisait du logiciel. Oui, je me souviens de ça. Comment ça s'est passé ? Parce qu'en fait, c'est bien de faire de l'analyse de manière artisanale et du conseil, mais c'est encore mieux si on a des outils. Oui. Et donc, à travers cette start-up, qui en fait c'était un logiciel de bourse, j'ai incorporé des outils qui sont très personnels et qui m'ont permis aussi de passer des caps. C'est pour ça que j'ai créé iWave en 2011-2012, parce que j'avais aussi une idée à vendre, la manière de s'y prendre sur les marchés, et que dans le logiciel transpirait un petit peu toute cette expérience. D'accord. Il y a plein de logiciels, mais dans celui-ci, tous sont bien ou moins bien. Ouais. Dans celui-ci, il y avait un petit peu ma manière de voir les choses. Voilà. D'où l'idée de démissionner, de faire les choses et de créer ce qu'on voulait. Voilà, donc j'ai fait ça en 2011, 2012, 2013. Je me suis rendu compte que le marché du logiciel est un peu compliqué. Enfin voilà, pour obtenir 3000 clients, c'est il faut beaucoup de capital. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux et tout aussi. Ouais, voilà. Compliqué. Et donc le coût d'acquisition d'un client est extrêmement élevé. Et puis voilà, après j'ai continué, j'ai créé une autre start-up à Luxembourg en 2017-2018. C'était un robot advisor, c'était la mode. Là aussi un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire que ça va pas assez vite pour moi en fait. D'accord. C'est comme ce qu'a dit tout à l'heure le collègue, pour ne pas le citer. En général, quand on dit pour ne pas le citer, on le cite, donc je vais le citer. J'aime pas cette expression en fait, ça veut rien dire. Et je me retrouve en train de la prononcer. Donc Cusack vous dit que écrire un bouquin, ça prend du temps et c'est pas rentable. Bah là, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, parce qu'un bouquin, ça suit et ça a une utilité. Donc j'ai eu quelques aventures entrepreneuriales, mais c'est pas assez rapide en fait. Vous voyez, quand on cherche à vendre un robot advisor. Un robot advisor, c'est pas un algorithme, hein. C'est quelque chose qui, par exemple, vous rentrez, au lieu d'aller dans une banque, vous adressez à un robot advisor et ça vous fait votre gestion d'actifs. D'accord. Voilà, c'est pas un algorithme. Et on avait créé ça, mais pour le vendre à des institutionnels, donc à des banques qui le proposent à leurs clients, donc du B2B2C. C'était trop long en fait. Okay. Et moi, je suis quelqu'un je suis hyper gentil, super doux. On peut se faire des bisous à la fin de l'émission, mais en fait, j'ai de l'agressivité. Vous voyez, faut que ça aille vite, de la nervosité. Impatient. Non, pas de l'impatience. D'accord. Faut que ça aille vite, quoi. Si faut pour faire son beurre, faut attendre 2-3 ans. Voilà. C'est trop long. C'est trop long. Ça... En fait, toi, t'es de l'eau qui dort, mais tu peux vite. Ouais, ça part vite. Ouais. C'est pour ça que je bois pas de café non plus. C'est un truc d'adulte. Moi, je bois pas de lait non plus. Alors, vos auditeurs sont ravis de le savoir. Ouais. Je ne prends pas de lait de vache. Je prends des laits d'avoine, par exemple, ou de riz. Et je ne bois pas de café parce que sinon je monte sur la table. Déjà, vous voyez, je suis un peu. Le café, ça te. Vraiment. Non, un café, c'est. Non, mais il y a des gens qui. Tu vois, on n'a pas tous la même tolérance. Tu vois, il y a des gens qui peuvent boire 10 cafés dans la journée, ils sont zen. Même ils dorment la nuit, il y en a, ils te prennent du café. Je prends un café, c'est mort là. Je monte sur la table et c'est fini, quoi. Ouais. Et alors, du coup, là, on part de là et il y a une expérience, moi, qui m'intéresse chez toi parce que tu fais du trading et tu es la partie finance, mais il y a une deuxième partie chez toi. Et j'aimerais bien que tu nous parles de cette deuxième partie. On parle bien de la même chose parce que, attention. Oui, je connais pas comme un diamant, il y a 58 facettes dans un diamant classique, dans la taille d'un diamant classique. Et il y a plusieurs parties. Je parle de ta partie militaire. Militaire, oui, effectivement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai eu 18 ans, on faisait encore son service militaire. Et j'étais en super forme, le gars en forme de dingue, quoi. C'est-à-dire que j'étais sportif de haut niveau, en karaté. Karaté, d'accord. Ouais, et donc, on lui paraît pas, on croit que le karaté c'est détente, mais j'ai 2 fausses dents ici, mon nez a été cassé. Ouais. D'accord. Donc je m'en suis pris un petit peu aussi, et donc il y a un peu de contact, mais le contact est un peu contrôlé au visage. Pourquoi ? Parce que les mitaines sont très fines. Mais surtout, je fais une digression, hein. Surtout les coups de poing sont des directs. D'accord. Donc si on arrive vraiment sur un direct en pleine mâchoire et que c'est pas contrôlé, bah le gars vous lui traversez la tête en fait. Donc il y a un peu de contrôle, mais j'ai quand même perdu des petites choses au passage. Donc j'étais sportif de haut niveau et je me dis tiens, je suis convoqué aux 3 jours. Les 3 jours à l'époque, il y a les 3 jours pour déterminer où on va se retrouver dans l'armée. Et je me dis tiens, je tourne les pages, je commence à me faire kiffer, excusez-moi l'expression, me dire tiens, je vais être commando, je sais pas quoi, je vais faire un truc de dingue, quoi, parce que j'avais la rage, quoi. Encore plus maintenant, je l'ai encore un petit peu. Je suis sur mes 52 ans, vous comprenez que j'ai un peu la rage. Mais alors à 18 ans, imaginez, j'étais foufou, j'étais un chien fou, quoi. Et j'arrive là-bas et ils me sortent, monsieur, on va devoir vous réformer. Je dis quoi ?
Je suis sportif de niveau, je mets des pains à tout le monde, je m'en prends aussi, mais j'en donne. Ouais. Et une forme de dingue, et il voulait me réformer. Il me dit oui, vos yeux, c'est pas comme il faut. Ah ouais. Alors là, je dis non, mais ça va pas être possible. Parce que vraiment, je voulais y aller. Ouais. Et du coup, le gars me dit bah écoutez, c'est soit vous allez dans l'administratif, soit vous êtes réformé. Bon, moi, je pouvais pas de grade papier à 18 ans. J'avais trop de force, donc je dis bon bah ok, je suis parti comme ça. J'étais réformé. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'idée ne m'a pas vraiment quitté, et que je suis rentré par une autre porte à l'âge de mes 42 ans. C'est solo à 42 ans. longtemps. Presque. Ouais, 42, 43 ans. J'ai D'accord. refait des classes. J'invite tous nos concitoyens à donner un coup de main à la France, à la patrie, peu importe d'où ils viennent, quoi qu'ils fassent. Bon, c'est pas une pub pour l'armée, mais qu'ils aident quelque part. Moi, ça me paraît important de donner son temps quelque part. Ça peut être une association, ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être n'importe quoi, visiter des personnes âgées dans un hôpital. À un moment donné, on est dans un monde qui manque de cohésion, et c'est très dommage. Et la chose que l'on apprend notamment à l'armée, c'est la cohésion. C'est-à-dire, il n'y a pas de maillon faible, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas marche ou crève comme dans les films qu'on voit. Ouais. Non, on est une équipe. Alors moi, j'ai géré une section de 30 PAX. J'étais leur chef de section. Et il n'y avait pas de maillon faible. C'est-à-dire, s'il y en a un qui a mal au dos avec son truc, on le prend, on le soulève, parce que c'est peut-être lui, ensuite, qui a les compétences médicales, et qui, lorsque toi, tu seras blessé, va t'aider. Donc, il n'y a pas de... Mais comment tu rentres à 42 ans dans l'armée? En général, les gens ils démarrent à 20 ans ou... Ouais, je sais, foufou. Par quelle porte? Foufou. Vas-y, explique-nous. Mais quand on veut, on ouvre toutes les portes. Ah c'est ouais, ça qu'il faut clair. savoir. Quand tu veux, tu peux. On peut faire n'importe quoi à n'importe quel âge. Bon, évidemment, quand on a 90 ans, c'est trop tard. C'est compliqué, ouais. Mais à n'importe quel âge, c'est juste là et dans le cœur que ça se passe. Voilà. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que le cœur s'y prête? Est-ce que voilà. Et après, on soulève des montagnes. Donc, je suis rentré par la petite porte, j'ai fait des classes et j'ai été soldat de base. À un moment donné, une nuit, j'ai cru que j'allais mourir de froid. Parce que on arrivait, moi j'étais pas équipé. J'étais pas équipé, ils nous ont fait dormir sur une terre gelée. Alors qu'on avait dans les classes, on dormait déjà pas beaucoup, donc on était fragilisés comme ça. Et puis un matin, je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir faire cette journée, quoi? J'étais mort de froid, j'étais très très mal. Et voilà, j'ai fait mes classes comme tout le monde, j'ai rien à dire pour certains. Et puis petit à petit, je suis devenu première classe, j'ai passé le grade de caporal. Bon, alors là, on dit qu'on est, c'est vraiment le premier grade. Mais alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que les gars que l'on voit dans la rue qui sont des premières classes ou des caporaux sont les gars qui vont au contact. D'accord. Donc en fait, on se dit c'est un troufion. Non, le gars c'est celui qui va regarder l'ennemi dans les yeux en fait, et qui va au contact. Ouais. Donc c'est le cas le plus important en fait. D'accord. Là aujourd'hui, je suis officier, donc je donne des ordres à ces personnels-là. Mais comme j'ai été dans leur basket, je sais que quand je donne un ordre, qu'ils vont ressentir et percevoir. Maintenant, pour l'expérience et le parallèle entre... Aujourd'hui, tu fais de la stratégie militaire ? Quand tu es avec... On a peut-être de choses que tu peux pas dire, mais quand tu es à l'armée... Je vais devoir te flinguer après. Voilà, donc, c'est ça. On va éviter. Heureusement qu'on n'est pas enregistré, on a dit qu'on n'avait pas de micro. Mais aujourd'hui, tu fais de la stratégie, c'est-à-dire que ça correspond à quoi? C'est-à-dire que tu vas réfléchir, et c'est là où le parallèle m'intéressait aussi. Oui, bien sûr. C'est que tu vas réfléchir à plusieurs plans d'action. Oui. Et sur l'armée, sur le trading, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement dans l'armée? Parce que tu m'avais décrit une scène plutôt amusante quand on s'était vu la dernière fois, d'entraînement. Donc tu es vraiment sur le terrain. En fait. Il y a vraiment des moments où tu vas sur le terrain et tu es là pour les entraîner, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis moniteur de tir de fusil d'assaut. Il y a la partie physique. Je suis moniteur de tir de fusil d'assaut, donc j'enseigne le tir au FAMAS. Le combat, quand je parle du combat, c'est pas du MMA, c'est le combat en ville avec une section de 27 personnels. Donc, la manière de se coordonner pour avancer, gratter du terrain et puis combattre si nécessaire. D'accord. Mais à l'aide d'une arme. Stratège militaire, quoi. Là, c'est la tactique. Là, on est au niveau tactique. Tactique. Comme sur les marchés financiers, on peut avoir une vision tactique plus court terme et plus qui peut relever un petit peu parfois du réflexe, si c'est très court terme. Et puis on a une vision stratégique, comment se porte l'économie, la géopolitique. Voilà. Donc il y a deux terrains, un qui est tactique plutôt court terme, un peu moins construit parce qu'on a moins le temps, et un qui est plus stratégique.
D'accord. Voilà, de la même manière que quand on gère un fonds, on peut avoir une allocation tactique. Bien sûr. Mettons, j'achète tel et tel titre à court terme pour telle et telle raison, et mon allocation stratégique qui correspond à 70% de mon portefeuille est orientée de telle et telle manière compte tenu des événements macroéconomiques, géopolitiques ou que sais-je, ou fondamentaux. Bien sûr. Voilà. Et le parallèle qu'on retrouve en tout cas entre l'armée et le trading, il y a beaucoup de gars qui ont écrit de bouquins sur l'art du trading. Oui, l'art du trading, et même il y a l'art du trading qui reprenait justement, parce que je l'ai lu, Voilà. l'art du trading, et qui reprenait le parallèle avec L'art de la guerre de Sun l'art Tzu. de la guerre. De Sun Tzu, voilà. Donc il y a des parallèles, on est sous des formes d'art, pourquoi ? Parce que c'est pas scientifique en fait. Ce que je t'avais dit quand on s'était rencontrés il y a un an, c'est qu'il y a un stratège prussien du 19e siècle qui s'appelle Clausewitz, qui est très analysé, c'est un peu le précurseur de la théorie de militaire, qu'est-ce qui fait que la guerre ça fonctionne de telle et telle manière, en gros, je dis les choses très grossièrement, et qui a dit la chose suivante, la guerre est un brouillard. Mhm. Sous-entendu, on sait à peu près, on commence à tel endroit, la ligne de front elle est là, on sait qu'on va commencer à pénétrer de telle et telle manière, mais quand le temps va s'écouler, Non, c'est pas. tous les plans auxquels on a pensé, et là il y a des parallèles avec le trading, vont devoir soit être adaptés à la marge, soit modifiés, soit réadaptés, recommencer. Donc la guerre est un brouillard. On sait quand ça commence. Voilà, là par exemple en Ukraine, bon, ça fait bientôt 2 ans. C'est pas pour faire pas de politique tout ça, mais ça fait 2 ans que la guerre a commencé. Comment va-t-elle se terminer ? Combien de temps ça va durer ? En fait, on sait pas. On sait pas qui va gagner, on sait pas. Bon, peut-être certains ont des idées très arrêtées là-dessus, mais c'est juste pour dire que on sait au début, dans les premiers moments, ce qui se passe, mais à la fin, c'est un brouillard. Il va se passer telle ou telle chose ou une autre. On ne sait pas trop. Alors, ça ne veut pas dire que la guerre n'est pas structurée en fait. Il y a des chefs militaires, des officiers, des généraux qui ont des plans, des stratégies et des tactiques qui sont ensuite appliqués par des brigades, des divisions au niveau militaire. Et il y a une direction. Il y a une direction, mais on entre quand même dans un brouillard. Et en trading, c'est pareil en fait. Donc, on a un plan de trading. Dès lors qu'il a commencé, on sait qu'on a acheté pour N milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros un titre. Et puis, le marché va s'écouler d'une manière pas forcément prévisible. Et ce qu'il faut faire dans un cas comme dans l'autre, c'est réduire cette portion inconnue, ce brouillard inconnu. On sait qu'on a fait un brouillard dans N probabilités, mais on sait aussi qu'on peut structurer son trading, son plan de trading, de manière à s'adapter, comme on le dit à l'université, à différents états de la nature. C'est-à-dire, si le marché il monte de telle manière, il se passe ça, voilà ce que je vais faire. Si il monte de manière lente, je ferai ça, et s'il baisse, je fais ça, etc. Donc en fait, c'est comme un arbre de décision. Vous savez, ça monte, ça baisse. Voilà, c'est un arbre, c'est comme ça monte, ça baisse. Et puis en temps 1, il y a une autre broche, et on fait comme ça jusqu'à l'infini. On appelle ça des différents états de la nature. Et il y a une infinité d'états de la nature. Et donc, lorsqu'on part dans un plan de trading, comme lorsqu'on part à la guerre, on prépare un plan. Il faut au maximum réduire la nature de ce brouillard, et en tout cas son épaisseur. Et donc il y a un parallèle énorme, et également dans la prise de décision. Par exemple, le chef militaire est peut-être soumis à certains biais cognitifs, puisque lui il a son plan, il a parfois sa vision du terrain, et peut-être qu'il aura aussi du mal à la remettre en cause. C'est possible. De la même manière que le trader qui est engagé dans une transaction, à partir du moment où il est acheteur, la finance comportementale le démontre, il est bien documenté, que son état d'esprit switch complètement. Il y a un avant et un après. Avant, je ne suis pas pris dans le marché. Ok, je suis neutre. Voilà, j'ai pas si vous avez tradé, vous le savez. Mon ventre, il est normal. Ma tête, elle chauffe pas. Et puis dès que j'ai mis quelque chose, ça devient un pari comme si on parie sur un cheval. Et puis vous savez, les gens qui parient sur les chevaux, ouais, la Kazakh, nanana, vas-y, la pousse, jusqu'au bout. Et du coup, mais avant, il se passe rien. Et ensuite, la personne switch. Donc ça relève de la finance comportementale, cet état émotionnel qui peut nous tromper sous forme de biais cognitifs dissonants. Et quand tu parlais de biais cognitifs, avec donc le parallèle avec l'armée, le chef militaire, est-ce qu'il n'y a pas un autre chef à côté ou quoi pour justement parer à ces biais cognitifs ? Est-ce que c'est pas comme, tu vois, par exemple, dans l'aviation, on multiplie toujours tout par 2 pour la sécurité, tu vois, par 2 ou par 3. Et là, c'est pareil, j'imagine, peut-être dans l'armée, parce que si tout est basé sur un gars qui a un biais cognitif et qu'il va envoyer, je sais pas combien d'hommes
dans la merde. Alors, ok, ça c'est sûr. En fait, non, celui qui prend la décision à la fin dans l'armée, c'est un général. Ouais. Un général de brigade, un général de division. Et il est baqué par un état-major. Un état-major avec chacun ses spécialités. Par exemple, le spécialiste du génie, le spécialiste de l'artillerie. Et donc, il a des conseillers. Et puis, c'est l'état-major qui va formuler une proposition de la manière d'avancer. D'avancer ou de gagner du terrain ou de combattre l'ennemi. Et donc, c'est un ensemble d'individus. C'est pas le chef militaire. Voilà. Mais le chef militaire peut orienter, peut dire, voilà, moi, je voudrais que ça se passe de telle et telle manière. Faites-moi des propositions. Ou alors, c'est l'état-major qui fait remonter sa proposition de tactique. Ça dépend en fait, c'est pas voilà. Mais un état-major peut être pollué par l'ennemi également et qui peut le tromper. Ah ouais. Oui, il y a des stratégies qui permettent de tromper l'ennemi et de lui faire croire telle ou telle chose. Par exemple, je vais lui faire croire que je vais aller à gauche, mais en fait, donc Nicolas va se dire il est parti par là. Mais donc ça détourne son regard, son attention sur le par là du théâtre, et en fait, je compte passer de l'autre côté. D'accord. Donc par exemple, ça revient finalement comme au trading aussi, parce que des fois, tu vois certaines choses qui se déroulent finalement, où tu vois que les marchés, par exemple, vont baisser, mais avant de baisser, ils vont aller faire un spike en haut et ils vont prendre tout le monde, et puis ensuite à la chute, tu vois. Là où tout le monde se fait prendre et va acheter, par exemple. Alors quand on dit que tout le monde se fait prendre sur les spikes, c'est-à-dire qu'on a juste un truc, c'est on pense, et c'est souvent les personnes que j'ai pu coacher, elles pensent que le marché est contre eux en fait, ou qu'il y a un broker qui leur nuit ou genre de choses. Non, mais c'est pas en fait, non, c'est qu'ils vont tester, voir s'il y a un relais ou quoi. En fait, moi j'ai été courtier institutionnel, j'ai jamais vu un client qui me dit tiens, je vais tester tel niveau pour non, parce qu'en fait il le sait pas lui-même, ça lui coûte très cher d'aller chercher ce qu'il est en train de dire. Et pour une stratégie qui sera pas la meilleure. Donc on ne se fait pas tromper par le marché. Et en général, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais d'auto-attribution, qui est bien connu également. C'est-à-dire, pile, j'ai gagné, c'est grâce à moi. Ouais, et face, c'est la faute du marché. Et face, j'ai perdu, c'est la faute de l'autre. Ouais. Donc quelqu'un qui perd souvent va dire c'est la faute de l'autre. Mais non, c'est un biais cognitif. Revois ta stratégie, repense les choses. Si tu as perdu, si dans 80% des cas tu as tort, c'est qu'il y a un problème de vision stratégique qu'il faut revoir. Et c'est un biais cognitif. Voilà, donc il y a beaucoup de parallèles entre le chef de guerre et le trader en fait. Toi, ça te sert aujourd'hui ? Est-ce que ça te sert ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire cette partie militaire à améliorer ton trading, à changer ta façon de travailler, ou t'as donné une vision différente en te disant, comme ce que tu nous disais, on est dans le brouillard, est-ce que tu te dis, tiens, je dois aller à tel endroit, je sais pas quel va être le chemin pour aller du point A au point B, parce que je vais trouver des inconnus, des marchés haussiers, baissiers, des cracks, mais il faut que je me pare à certains éléments, ce que tu ne faisais pas avant, parce que tu l'as appris à l'armée, et que du coup, dans ton trading, tu as changé ta façon de faire les choses. Et est-ce que ça t'a permis aussi de gérer tes émotions, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avant, tu faisais quelque chose sur une certitude et que là, aujourd'hui, tu as une réflexion qui, du coup, balaye un peu les émotions pour avoir quelque chose de plus structuré ? Non, en fait, l'armée m'a pas apporté grand-chose de ce point de vue-là, vraiment sur cette partie-là. Heureusement, parce que l'armée est venue tard. Donc, ça voudrait dire qu'avant de faire ce travail, voilà. Ouais. Non, en fait, quand je suis rentré de la City et que j'étais pas trop mauvais dans la partie conseil, je me suis frotté au marché. Et j'ai vu, à certains moments, j'ai fait beaucoup d'introspection, j'ai vu qu'il y avait certaines incohérences dans la manière dont je m'y prenais. Il y avait un gap entre ce que j'étais à la City et ensuite quand je me suis mis aux manettes en réel pour moi-même. Et donc, je me suis intéressé de près à ce qui s'appelle la finance comportementale. J'ai fait mon autocritique, j'ai lu des bouquins, j'avais pas de coach ou quoi que ce soit, bon, je me suis débrouillé. Parce que j'avais le bagage parce que j'avais beaucoup de choses, il y a beaucoup d'expérience, j'étais capable de cette introspection pour m'améliorer. C'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, parfois par contre maintenant, quand j'ai à coacher une personne, je reprends des éléments que je retrouve à l'armée, parce que ce qui est très intéressant dans l'armée, c'est que c'est une grosse machine qui est structurée depuis des siècles. Je vous disais Clausewitz tout à l'heure. C'est un auteur du 19e siècle, on est au 21e siècle, ça veut dire, et puis la guerre a toujours existé en fait. Oui. Il n'y a pas de moment dans le temps. On remonte à l'Antiquité, il y a toujours des guerres. On regarde par exemple, tu te rappelles le film sur la préhistorique, là, je ne sais plus comment il s'appelle, la guerre du feu. Oui, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Bon, en fait, on voit bien des tribus qui vont se bastonner, toi parce que tu as du feu, toi pour une chose. Ça a toujours existé en fait. La guerre, c'est hélas,
évidemment, hélas, dans la nature propre de l'homme. Ça veut dire qu'il y a une expérience dans la guerre qui est une expérience de plusieurs fois millénaire et qui est très pragmatique. Donc on retrouve au sein des armées des méthodes, des méthodologies qui sont très très éprouvées en beaucoup de choses, que ce soit qu'on peut adapter à la gestion d'entreprise, puisque l'entreprise c'est une grande organisation, et donc il y a un lien entre le management d'une entreprise et le management d'une organisation immense et dans laquelle il y a beaucoup d'éléments à prendre, des méthodes qui sont toutes prêtes en fait. D'ailleurs, il y a des chefs d'entreprise qui, naturellement, prennent des cours ou se font coacher par des chefs militaires. Ouais. Il y a une raison à ça. Parce que le chef militaire, il a une méthode qui est N fois utilisée depuis la nuit des temps, en fait. Donc dans l'armée, c'est pas juste on envoie quelques gars, ils se débrouillent. Non, c'est chaque gars qui est dehors, même les gars que vous voyez là en sentinelle, qui font sentinelle, ou je sais plus comment ça s'appelle, Vigipirate. Vigipirate. Ils sont pas là. Eux-mêmes, ils ont été éduqués, ils ont été dans un moule qui prend plusieurs années pour s'adapter. Ils ont des réflexes, ils ont dans leur tête des moyens mémotechniques et des réflexes où on ne se rend pas compte, parce que là, il ne se passe rien, mais qui ont été inculqués, qui connaissent par cœur, et ils sont imbibés d'une méthodologie qui est très, très, très avancée, et que ce soit eux à leur niveau ou le chef militaire. Et donc, c'est extrêmement riche, à la fois pour un chef d'entreprise, que de baigner dans ce monde-là ou d'avoir des conseils d'un chef militaire. D'ailleurs, souvent, les anciens chefs d'état-major ou les chefs militaires, curieusement, ils se retrouvent, ils créent des boîtes de conseils. Ouais, c'est vrai, j'ai souvent ça. Voilà. Souvent vu ça. Ils créent des boîtes de conseils. Pourquoi ? Parce que parfois, ils ont un relationnel, un réseau qui est très très important, mais aussi et surtout parce qu'ils ont des compétences immenses. Qu'ils ont, je sais pas, un général, mettons, qui s'arrête de bosser, il a, mettons, 60 ans, ou 55 ans, par exemple. Il a une expérience immense, immense. Et un chef d'entreprise peut avoir beaucoup à apprendre de sa part. D'ailleurs, parfois, je donne un peu de cours de management. Et le management de quoi ? Des organisations. L'entreprise est une organisation, une association, c'est une organisation. L'armée est une organisation, sauf que l'armée est une organisation qui possède des bibles. Il y a une bible pour chaque chose dans l'armée. Par exemple, toi, tu veux te sortir et tu dois participer à un tel événement dans l'armée, faire le beau dans un défilé. Il y a une bible où on te dit tu dois comme ça, mais jusqu'à la nature même du petit bouton qui va être accroché ici. Donc si c'est comme ça dans la manière de se fringuer au jour le jour, imagine pour mener la guerre. Voilà. Donc effectivement, une organisation de dingue, quoi. Ouais, une très grosse organisation. Donc effectivement, je suis officier d'état-major et j'ai dû absorber plusieurs bibles. Ouais, qui sont sanctionnés à la fin par un diplôme, et je suis officier d'état-major diplômé. D'accord. Et donc j'enseigne également. J'ai à Dauphine, à la rentrée, à l'université Paris-Dauphine. Ils ont au magistère des banque finance assurance. J'enseigne je leur fais un petit module de l'armée appliqué, mais pour augmenter leurs compétences en gestion, en compréhension du monde et du management des organisations. Si aujourd'hui tu avais 2-3 conseils à donner aux auditeurs parallèle armée trading, qu'est-ce qui ressortirait ? Qu'est-ce qu'il faudrait appliquer pour être plus régulier, rigoureux C'est un peu les mots que tu as employés à l'instant, les adjectifs. Pas de café. Non. Et le lait, pas de vache. Alors ça, c'est pour moi. Après, chacun fonctionne comme il l'entend. Si une personne a besoin de boire des coups, jouer de la guitare entre deux. Alors, contrairement à l'armée où, effectivement, il y a une rigueur qui est de mise, on a la chance, quand on fait du trading, de pouvoir se taper comme on veut, même si on travaille dans une boîte. Enfin, aujourd'hui, c'est beaucoup moins rigoureux, beaucoup moins strict. On a la chance d'avoir un certain degré de liberté et de s'organiser comme on le souhaite. L'armée, c'est pas du tout le cas. Donc, en tout cas, l'armée est une bonne école pour apprendre cette rigueur. En même temps, le problème, c'est que le degré de liberté, il fait que t'as pas de... Il n'y a rien au-dessus de toi, et c'est là que les gens disjonctent, en fait, tu vois. Parce que justement, ce cadre de l'armée, tel que tu nous l'expliques depuis tout à l'heure, ça peut aider justement les gens à se créer leur propre cadre, et avec des règles, et éviter... Donc, si tu avais des conseils à donner, ce serait lesquels là-dessus? Alors, ça dépend si on a affaire à des débutants. On va dire des débutants ou plus ou moins qui ont une petite expérience mais qui sont pas rentables en fait. Ah, pour ceux qui sont... Alors, s'ils sont pas rentables, rapidement, c'est revoir sa stratégie et tester. En fait, dans l'économie, par exemple, on parle de modèle adaptatif. C'est-à-dire, personne n'arrive. Moi, je suis pas arrivé sur les marchés.
ah top, ça marche, 65% d'opérations gagnantes avec un risk-reward de 2. Ça n'existe pas. Enfin, qui est né pour faire du trading? Personne. Bon, il y en a qui naissent, Bolt, il est né, il court vite. D'autres, ils naissent pour devenir pianiste, ils se rendent compte rapidement, ils sont très doués. Mais est-ce que quelqu'un est né avec ah ça y est, ça cartonne? Tout ça pourquoi? Parce que justement, c'est un brouillard. Par exemple, Bolt, il est doué, il bosse, il va réussir. Bien sûr, il bosse beaucoup, mais il est doué au départ. Voilà. Maintenant, on est doué pour le trading, on bosse, mais on peut bosser matin, nuit et jour, mais c'est un brouillard, il y a de la probabilité. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut, c'est être en mesure de diminuer la probabilité qui va à notre rencontre et optimiser la bonne. Donc, personne ne naît pour devenir trader ou gérant d'actifs, ça n'existe pas. Et il y a des gens qui sont doués, qui vont capter rapidement, mais à la fin, c'est des probabilités. À la limite, c'est plus dur de gagner de l'argent sur les marchés que d'envoyer un satellite sur la Lune. Parce que la Lune, envoyer un satellite sur la Lune, c'est des lois physiques, c'est déterministe. Tout à fait. Et là, on est dans un monde de probabilités. Ouais. Donc, c'est très, très compliqué. Et donc, la première chose à faire, si une personne est perdante, c'est stop, on met le pied sur le frein. On va revoir sa stratégie, on va essayer de modifier tel et tel paramètre. Moi, j'ai fait ça, franchement. J'ai travaillé aussi sur des algorithmes. Qu'est-ce que je fais? Un algorithme, il ne donne pas ce que je souhaite. C'est pas grave, je modifie un paramètre, je regarde ce que ça donne. Il y a un boulot de chercheur, en fait. Oui, mais l'algo, c'est différent parce qu'il n'est pas lié aux émotions. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont compris, par exemple, la stratégie, ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais une fois qu'ils sont devant les écrans, ils ne le font plus, ou ils vont disjoncter, ou ils vont... Tu vois, et est-ce que, d'ailleurs, c'est beaucoup de... Nous, on le voit, de nos élèves, il y a beaucoup de gens, en fait, qui nous expliquent ça, en fait. Hier, j'en parlais même avec un de tes élèves, Eddy, etc., il y a ce problème-là. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils, tu vois, de gens où c'est plus la stratégie, en fait, le problème, c'est que c'est leur mental, en fait. Alors, souvent, moi, de ce que j'ai vu, puisqu'on parlait un peu de formation, de coaching, de ce que j'ai vu, la plupart des individus n'ont pas beaucoup de problèmes techniques, ils ont des problèmes psychologiques. Ouais. C'est-à-dire que le trading, par sa nature même, va accentuer ce que l'on est. C'est ça. Si on est joueur, on va parier davantage et on va perdre. Si on est timide, on va pas être rentable parce qu'on n'ose pas y aller. Et le trading accélère ce que nous sommes réellement. Moi, je suis très nerveux. Donc, le trading, ça me rend encore plus dingue, on va dire. Mais, donc, pour ceux qui ont des difficultés, il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est ça. Donc, il faut être un peu d'introspection. Parfois, il peut y avoir des difficultés techniques. Elles peuvent être compensées par le fait de rejoindre une formation, lire des bouquins. Bon, ok, on y arrive. Mais la plus grande difficulté, c'est celle que tu évoques. C'est soi-même, en fait. C'est être face à son trading, se connaître soi-même, voir comment on évolue de telle et telle manière. Et il y a un entraînement, il y a une phase d'entraînement. Voilà le parallèle, par exemple, entre l'armée et le trading. Il faut s'entraîner. Il faut sérieusement s'entraîner. Et il faut se frotter au marché. Et c'est très dur. Et ça peut prendre du temps. Certains, ça va leur prendre 2-3 ans. Il ne faut pas qu'ils se dégoûtent en attendant. Donc, s'ils ont des difficultés, stop, ok, on va reprendre. Et puis, ceux qui sont doués, il faut aussi qu'ils se réfrènent, qui ne pêchent pas par biais d'optimisme, parce que je suis trop fort, ça se passe bien. Ouais. Et ça se partir de ce moment-là où on se vautre également. C'est ça. Ouais, il faut arriver à être tempéré, trouver la bonne harmonie. Et il faut se connaître et avoir un petit peu de sagesse à l'égard de cela, parce que c'est un brouillard. Et face à un brouillard, qu'est-ce qu'on fait quand tu es un brouillard en voiture? On allume ses feux de... Bien sûr, et on ralentit. Et on ralentit. Ouais. Voilà, donc, et souvent, les gens n'ont pas cette conscience que dans des... Voilà, ou alors je sors, il pleut, je prends un parapluie. Ok, ce que je suis en train de dire, je me reprends. Je sors il pleut, ça vous paraît idiot. Mais sur les marchés, le VIX est à 45. Et le mec va mettre du levier de ouf. Je me calme. Ouais. Voilà, déjà quelque chose qu'il faut regarder, le VIX. On traite pas. Et en fait, il y a des régimes par exemple de volatilité implicite. Avec un VIX qui est celui qu'on connaît actuellement, qui est sous les 20%, il y a une manière d'adapter son trading. On peut utiliser plus de capital, on peut avoir un stop qui est plus court. Avec un VIX qui est à 30 ou 35 ou 40, forcément, on réduit son exposition, comme on fait dans un brouillard, on réduit son exposition, on prend moins de risques, et puis on attend que la tempête passe. Ou alors, moi j'ai déjà fait des algorithmes, mais l'algorithme c'est oui, il n'y a pas des biais, mais ça reflète ce que l'on est vraiment. Par exemple, dans un algorithme, je mets ce que j'y suis, ce que je suis. Ouais. Et j'ai des algorithmes dans lesquels, avec un régime de VIX inférieur à 20%, il est sur on. Au-delà de 25%, il est sur off. D'accord. Parce que je sais que l'algorithme ne fonctionne pas. Et en fait, les gens doivent apprendre à fonctionner comme des algorithmes. Et ce que je dis souvent, vous avez vu Terminator, enfin vous êtes un peu plus jeune que Nicolas, je crois, enfin vous deux. Terminator avec Schwarzenegger, je sais pas, souvent je le dis à ceux que je coach, il arrive pour buter Sarah Connor. En premier alors. En premier, c'est la première chose qu'il a. Et il arrache le bulletin
Le bottin, pardon. À l'époque, il y avait des bottins, il y avait le nom des personnes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait des bottins, il arrache le bottin, il voit 3 Sarah Connor et son programme, c'est d'aller buter Sarah Connor. Donc hélas, les 2 premières ne sont pas les bonnes, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et ça, je dis souvent aux élèves, c'est une vision robotique et algorithmique des choses. Il toque à la porte, il y a une femme, la pauvre, elle est ravissante, elle a le malheur de s'appeler Sarah Connor. Elle répond, Sarah Connor, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort son magnum je ne sais pas si vous vous rappelez, à visée laser, mais pour le coup, il n'y a pas besoin de visée laser, et il la tue. Il va voir une deuxième, et il est froidement, après il repart, il reprend sa voiture, il va pour la deuxième. Ok, mais en trading, c'est exactement pareil. Tant qu'on n'a pas une approche robotisée, qu'on est capable d'appliquer, il vaut mieux faire autre chose. Si on n'est pas capable de ça, pour les débutants et les plus avancés, ou je ne sais pas, si on n'a pas une vision robotisée de ce qu'on a à faire, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Pour d'autres, je leur ai dit, si vous êtes joueur, parce que j'ai dit que justement le trading accélère ce que l'on est, si vous êtes joueur, allez au casino. Vous dépensez 500 €, vous passez une belle soirée avec votre chérie ou votre chérie, peu importe. Et voilà, mais si vous êtes trop joueur, ne faites pas. Si vous êtes trop timide, ne faites pas, ou en tout cas, essayez de compenser ça par autre chose. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une vision, une approche robotisée du trading, vous êtes mort en fait. Il faut faire comme Terminator. L'œil rouge, vous savez, il a son petit œil rouge, son magnum, il bute pas. Donc j'achète, je vends pas. Le marché accéléré, il faut se remettre en question. Est-ce qu'il va poursuivre son accélération ? Oui, je conserve. Ça décélère, je m'allège. Je m'allège. Ça corrige, je solde. Et puis je passe à autre chose, c'est pas grave. Donc il y a en temps 1, je place, en temps 2, je réévalue, en temps 3, etc. Donc je vous ai parlé d'un arbre, binaire. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Et si on n'est pas capable, il faut se réévaluer, il faut sortir et faire autre chose. Ou un autre trading. Peut-être une autre sorte de trading. Pas de day trading, mais placement long terme. Oui, voilà. Ouais. Mais même dans le placement long terme, parce que si on n'est pas capable de contenir ses émotions et d'appliquer un plan, qui doit être bon, hein, donc ça veut dire que la stratégie est déjà bonne. C'est-à-dire que là, dans votre question, on a passé la partie technique. La partie technique est bonne, il reste la partie psychologique. Si on n'est pas capable de contenir ses émotions, de voir le marché tel qu'il est, pas tel qu'on souhaite le voir. Un RSI, par exemple, pour certains, ils vont dire il est comme ci, comme ça. Non, le RSI, il est au-dessus de 70, c'est suracheté, point barre. Donc, tiens, ce qu'on apprend dans l'armée, par exemple, c'est fait, déduction, conclusion. C'est un triptyque. Le fait, comment dirais-je ? Le fait, c'est RSI, qui est un indicateur technique, il est suracheté. Ça, c'est un fait. On peut pas. On peut pas le nier. Si moi je le vois à 70, vous n'allez pas le voir à 65. Ok. Le fait, il est suracheté. Déduction. Il est au-dessus de 70. Déduction. Le marché, il est suracheté. Je suis en position. Qu'est-ce que je fais ? Le conclusion, peut-être je peux alléger un petit peu. En tout cas, ça invite à être plus prudent. Ou alors, si je suis pas en position, je vais pas acheter un marché suracheté. Voilà. Fait, déduction, conclusion. Et à chaque fois, on fait comme ça. Fait, déduction, conclusion. C'est pas mal ça. Ouais. Il y a la boucle aussi au ODA qu'on utilise. C'est un pilote de l'armée de l'air américaine qui a, dans le cadre de management et de prise de décision, il y a une phase d'observation, une phase d'analyse. Alors en anglais, c'est ODA. Donc observation, le O, c'est peu importe, mais normalement c'est analyse. Et ensuite, il y a une prise de décision. Et ensuite, il y a ce qui se passe par la suite. Voilà. Il y a un acronyme où il y a 4 mots. Voilà. Pareil, donc soit on s'y prend comme ça, c'est très mécanique. Donc là, dans l'armée, on trouve il y a des acronymes pour tout. Je dois aller de tel point à tel autre, voilà comment je dois m'y prendre. Enfin, le chef, par exemple, moi j'étais caporal, je dois envoyer en première classe à l'autre bout du carrefour. Il y a un acronyme qui s'appelle le PIF. Point à atteindre, itinéraire, formation. D'accord. Point à atteindre, métro Terne. Itinéraire en passant par là, formation en colonne par 2, etc. D'accord. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne dans l'armée. Hein. Et lorsque lui, il va arriver là-bas, il doit me rendre compte. Donc tout est, il y a un acronyme pour vous, ça peut être des PIF, ou alors pour camoufler son habitat quand on dort dans la verte. Pareil, il y a un acronyme où ça indique comment doit être le camouflage. On sort, il y a un acronyme qui s'appelle PATRAC-DR. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que armement, P pour personnel, qu'est-ce que j'ai, voilà. Et une fois que la personne a fait son PATRAC-DR, elle a suivi tous les lettres qui correspondent à l'acronyme, alors je sais que je peux partir. Et ça, c'est très important. Ça, tous les acronymes, c'est pour mieux se rappeler, non ? Oui. Le respect des règles, en fait. Ouais, c'est pour mieux se rappeler. Donc ça veut dire que, comme je vous l'ai indiqué, je suis caporal ou caporal chef, je dois envoyer deux gars là-bas, je sais que je leur fais un pif. Et ils s'attendent à en recevoir un.
Et si je leur dis que la formation, ça va être comme ça, mais il me dit, bon, caporal, c'est quoi l'ordre en fait? Je comprends pas. Ouais. Donc l'ordre, il est cadré. Moi, je connais l'acronyme et je sais ce que ça signifie. Et je le fais directement. Hein. Après, je dis pas, c'est un pif, donc PIP, c'est ça. Non, non. Ouais. C'est, Position. on se rend en métro Terne. L'itinéraire, ça va te passer par l'avenue de Wagram. La formation, vous serez en colonne par 2 ou en ligne par 2 ou peu importe, ou en colonne par 1. Et le première classe, là, il sait, ok, on avance. Vous voyez? Une fois arrivé là-bas, lui, il sait qu'il doit me rendre compte, voilà, je suis arrivé à tel carrefour, j'observe telle et telle chose, et à la fin, on dit EMD, en mesure de. Je suis en mesure d'avancer plus loin, il doit me proposer la suite en fait. D'accord. C'est comme des robots en fait. C'est ça, c'est robot, mais c'est ça le parallèle, ce que je vous disais, c'est robotisé. Mais pourquoi en fait? La personne, on sait très bien qu'on a affaire à un humain et que peut-être elle va rencontrer de l'ennemi ou peut-être qu'elle aura du mal à avancer. Elle peut communiquer, elle peut revenir vers moi, c'est pas grave. Mais tout est robotisé. Et en trading, ça va être robotisé. Si on organisé. Ouais, si vous êtes en dehors d'une manière. En fait, tu te rends compte que si tu robotises pas la chose, tu peux être sujet à certaines émotions qui vont commencer en fait à foirer le plan, quoi. Complètement. C'est ça le truc. Voilà, on dit planifiez votre trading et tradez votre plan. Ouais. Plan your trade, trade your plan. Vous connaissez ça? Ouais, tout à fait. Voilà, c'est tout, c'est la base. Si on n'est pas capable de faire ça, alors qu'on a une bonne technique, il faut réévaluer ce qu'on est. Moi, j'ai eu à le faire. Hein. Enfin, perso, j'ai eu à le faire. Et tout à l'heure, tu nous parlais tu disais que tu avais énormément fait une rétrospection sur toi et que tu avais lu pas mal de livres sur la finance comportementale. Ça t'a aidé? Oui. Il y aurait un livre que tu pourrais peut-être. Oui, Finance comportementale de Michael Mango. Michael Mango. Oui, si je me rappelle bien, parce que ça fait un long temps maintenant que je ne l'ai pas revisité, mais il est accessible, compréhensible par le plus grand nombre. En finance contemporaine, comme c'est un courant de recherche très, très vaste au point de vue universitaire, il y a parfois des livres qui sont habitables pour monsieur et madame lambda, et dont je fais partie, on va dire, et il y en a qui sont accessibles. Moi, je propose, ça s'appelle Psychologie des marchés ou Finance comportementale, je ne sais plus, de Michael Mango. Accessible n'importe où, vous lisez les premières pages. On mettra sur le descriptif. Amazon. Ouais, jeter un œil. Alors je le connais pas personnellement, j'ai pas d'action, mais je l'ai lu. Ouais. Ensuite, j'ai fini par enseigner ça à l'université Paris-Dauphine. Je me suis vraiment imbibé de ça, j'ai compris beaucoup de choses. Et voilà, ça m'a amélioré. Ça marche. Merci David. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Je suis un homme nomade déjà. Donc ça veut dire que mon sac il est là, mais il y a mon bureau qui est dans mon sac. Non, je déconne. Mais où est-ce qu'on peut me retrouver? Écoutez, je suis un peu. Alors je suis présent, on est présent en tout cas sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn plus particulièrement, qui est un réseau professionnel dans lequel il y a High Wave Capital. Ouais. De temps en temps, je fais pas de conseils du tout. Hein. C'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu à avoir une vue sur l'économie, les marchés en général, qui est un peu pédagogique et qui s'adresse non pas à des professionnels, mais quoique parfois ça peut les intéresser aussi, mais plutôt en détente. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique ou de quoi que ce soit pour suivre ça. On a aussi une chaîne YouTube, iWave. Ah ouais. On n'a pas beaucoup de followers en fait, hein, mais bon, parce que j'enregistre souvent des émissions pour une autre chaîne, tous les mercredis. Pour ne pas la citer ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, c'est TV Finance en fait. Souvent, je fais tous les mercredis, j'interviens dans TV Finance, je donne mon point de vue sur les marchés, on poste ça sur iWave. Et puis plus récemment, je suis en train de structurer un fonds qui me permettra de gérer de manière industrielle pour moi-même et surtout pour d'autres, puisqu'il y a dans le trading des gens qui restent dans leur cuisine, et je dis pas ça, c'est pas du tout péjoratif. Moi, je suis resté très longtemps dans ma cuisine aussi, mais j'ai une casquette institutionnelle en fait. J'ai longtemps fréquenté le monde institutionnel, que je connais, que je côtoie encore. Et donc mon objectif a toujours été de faire non pas de l'artisanal chez moi, seul ou même en groupe avec des gens charmants que vous êtes par exemple, mais de créer un fonds et de gérer selon ma stratégie et de gérer à grande échelle. D'accord. Donc ça, on est en train de le structurer avec une société de gestion avec laquelle j'ai des partenaires. Et voilà, je suis en train de le faire de la manière institutionnelle. Ah, c'est génial ça. Bravo, voilà, c'est génial. C'est un super aboutissement. Bonne continuité en tout cas. Voilà. Et puis la stratégie purement basée sur ce qu'on appelle la psychologie mathématique. On est allé très loin dans ce qui relève de la psychologie, puisque moi je m'intéresse beaucoup à la cognition, au biais cognitif. Et là on a justement un algorithme qui est en mesure d'évaluer la manière dont les émotions se renforcent ou se détériorent sur les marchés. Ah ouais.
Et ça donne lieu à un petit logiciel qui permet de voir à tout instant, enfin chaque jour, puisqu'on n'est pas dans le day trading, mais chaque jour la manière dont les émotions se renforcent sur n'importe quel titre, en général plutôt sur le SP500 ou n'importe quel ETF de la planète, mais les plus gros parce qu'il y a des milliers d'ETF, ou la manière dont ça se détériore. Et puis donc ça forme un cycle comme ça, un cycle d'émotions du marché. Peut-être vous connaissez cette courbe qui est purement sinusoïdale du cycle des émotions du marché. Ouais. Au début, il y a de l'optimisme, il y a la surconfiance, après ça baisse, il y a du déni. Vous avez cette courbe qui fait comme ça. Et à chaque point du cycle, il y a une émotion. Ouais. Sauf que ça, on peut rien en faire. Ok, on sait que probablement ça se passe comme ça, mais au jour le jour, on n'en fait rien. Nous, on en a fait un algorithme qui est empreint de mathématiques, c'est purement mathématique, et on est en mesure donc de voir où se situe tel et tel titre par rapport à un cycle des émotions. D'accord. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une robustesse là-dedans. Les émotions ne passent pas d'optimisme à crainte d'un coup, en fait. Vraiment, on a un petit logiciel, on voit une trajectoire. Il y a des petites étoiles. Donc, mettons qu'il y a 4 cadrans qui représentent 4 types d'émotions. Donc, on a la crainte, l'optimisme, l'espoir, par exemple. Voilà. Et puis, on a des titres qui se déplacent d'un cadran à l'autre. Et on peut voir chaque déplacement, c'est un jour en fait, un jour d'émotion. Et on peut voir qu'il y a une trajectoire. Ça fait comme une étoile filante. Il y a une trajectoire qui est assez régulière pour le coup, qui est pas complètement aléatoire. Ce qui veut dire que le modèle d'ailleurs fonctionne. Vous voyez, vous demandez tout à l'heure comment on fait pour créer des modèles, etc. Quand il y a une robustesse à un modèle, ça veut dire qu'il devient pertinent. Et dès lors alors le modèle tourne de la manière suivante, évidemment, dès lors qu'on rentre dans une zone d'espoir, ça veut dire que les attentes vis-à-vis du marché ou les émotions vis-à-vis du marché deviennent positives. Elles vont nécessairement se cristalliser dans le prix du titre, puisque si vous éprouvez une émotion positive à l'égard d'un titre, vous allez payer le titre. Bien sûr. Et le fait de payer le titre va faire monter le marché. Le prix va monter. Ouais. Vous allez voir le prix du marché monter, donc ça va influencer d'autres personnes qui vont à la fois alimenter cette émotion, et ça va créer un cycle complet du titre. Voilà. Mais après, parfois, il se peut, et c'est là où on réduit le brouillard, c'est que dans un certain nombre de cas, le brouillard de la guerre, ça va se passer correctement, mais on peut avoir très bien un titre qui va passer d'une émotion du type espoir, donc ça se renforce, et puis tout à coup, hélas, pour une raison quelconque qu'on ne connaît pas, mais on ne peut pas tout on peut pas tout contrôler. À 100%. Sinon, on est des magiciens, on fait 100% de gains, et je vous mentirais que ça n'existe pas. Personne ne va chercher à faire ça. Écoute, on va surveiller ça. Quand est-ce que tu penses lancer tout ça ? Là, c'est en cours. J'étais un peu occupé ces derniers mois. Donc, si tu es prêt et dispo, on fera une émission là-dessus. Exactement. De reprendre contact avec toi et puis de voir un peu comment ça évolue et avec plaisir. De parler de tout ça ensemble. D'accord. Voilà. Et David, en tout cas, on te remercie énormément pour. Je parlerai après une prochaine fois d'une autre facette. Ouais. Puisque je suis multifacette. On fera un parallèle sur d'autres choses si tu veux. Avec grand plaisir. Merci infiniment, c'était le très gars riche. Qui veut absolument pas partir. Non, donc on se laisse. Merci beaucoup pour votre invitation, c'est très aimable. Je suis ravi de vous avoir connu, vous deux, et de revoir Nicolas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Beaucoup. À très bientôt, et puis donc bientôt un nouvel épisode avec David pour la suite et plein d'autres choses. Merci. Avec grand plaisir.